Bonjour et bienvenue sur le podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous allons parler des architectures serverless, des applications serverless. Alors, serverless, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas à gérer vous-même vos virtual machines, vos machines virtuelles dans le cloud. Nous le faisons pour vous. Vous déposez votre code et nous nous occupons du reste. Pour en parler, quoi de mieux que demander à un client qui l'a fait, qui a déployé des applications serverless, quel est son retour d'expérience? C'est pour ça que j'ai rencontré Aurélien Capdecom, qui est le CTO de l'éditeur d'information 20 minutes, qui édite notamment le journal que vous lisez probablement dans le métro le matin. Aurélien, merci d'être là. Merci de prendre un peu de temps pour nous parler aujourd'hui. Commençons par l'aspect métier. Qu'est-ce que vous essayez quel est le problème que vous essayez de résoudre? Qu'est-ce que vous vouliez apporter au métier avec cette application d'abord? Alors, il faut savoir que dans l'ADN de 20 minutes, il y a toujours eu cette idée de faire participer le lecteur dans l'information. Donc, on est passé d'un modèle où, historiquement, les médias étaient un petit peu des broadcasters de news. 20 minutes, dès 2012-2013, a commencé à engager ses lecteurs, que ce soit par des panels, grâce à des panels qui permettent de faire des études, des commentaires sur les articles, ça c'est assez classique, et aussi de la contribution. Il y a des lecteurs qui écrivent des articles aujourd'hui chez 20 minutes. Le problème qu'on a rencontré un jour, c'est qu'on avait une application qui, au final, était sur un data center on-premise, assez classique, en PHP, et elle n'était pas assez souple et assez moderne pour nous permettre d'offrir toutes les évolutions que voulait la rédaction. Et la rédaction a plus d'idées que nous, on a de capacité à réagir dans ce cas-là. Donc, ce qu'on s'est dit, on s'est tourné vers le cloud, déjà, vers AWS. Et quitte à se tourner vers le cloud, on s'est dit, il faut repartir sur quelque chose de neuf, sur une techno qui va nous permettre d'itérer facilement et surtout de faire du test. On est en mode test and learn. Et donc, on a choisi de redévelopper toute la brique utilisateur. En serverless, donc ça implique Lambda, ça implique API Gateway, S3 et d'autres services, Aurora, etc. L'idée, c'était vraiment de prendre ce qu'on avait déjà. Je suis un lecteur, je m'inscris, je me connecte, je commente. De refaire la même chose en modernisant un petit peu le parcours, en l'adaptant aussi aux nouvelles réglementations européennes, et de faire en sorte qu'on puisse tester différents canaux, différents parcours, et venir brancher des nouveaux tunnels sur ces différents canaux. Et donc, on est parti sur un développement qui s'appuie donc sur du Node.js, qui est assez classique pour du Lambda, et du React pour la partie front. Donc, on étale notre application avec 3 fichiers JavaScript dans un bucket S3, X Lambda qui tourne Function as a Service, API Gateway qui expose devant, et tout ça, ça retourne des réponses GraphQL. Pour l'anecdote, en 2016, quand on a lancé GraphQL, on était un petit peu tout seul au monde. Je crois que le logo de 20 minutes était tout seul sur la page de GraphQL. Maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, voilà, c'était quand même un pari risqué qui marche très bien. Et au final, GraphQL qui colle très bien au modèle serverless et très bien au modèle élastique du cloud. L'idée aussi, c'était de se dire, OK, on a une application monolithique qui gère les articles, les utilisateurs, etc. On redéveloppe brique par brique côté AWS avec du serverless. Pourquoi? Parce que déjà, côté on-premise, on payait une infra qui était dimensionnée pour une finale de Coupe du Monde. Sauf que, typiquement, entre 2h et 3h du matin, il y a 300 personnes qui lisent 2 articles. Aucun intérêt. Là, avec serverless, on paye clairement au niveau de la fonction. Donc, à 2h ou 3h du matin, quand il n'y a personne qui commente ou qui se connecte, on a une fonction qui reste éveillée au cas où, mais on n'a pas besoin de payer plus. Par contre, si la France est à nouveau championne du monde dans 4 ans, et là, on scale à volonté, quoi. Donc, il y avait vraiment aussi cet enjeu de se dire comment on peut itérer plus vite sur ce service, proposer de nouvelles fonctionnalités à nos lecteurs, comment on peut apporter de la valeur à 20 minutes, et aussi comment nous, on optimise notre facture. Et donc l'application est entièrement sans serveur, donc il n'y a plus d'instance EC2 sur ce volet de l'application, on est d'accord. Et les fonctionnalités, c'est les fonctionnalités d'inscription pour un utilisateur, de commentaires, de partage. C'est tout ce que le lecteur peut faire sur le site web à partir d'une application mobile ou à partir du site web. Alors, c'est la première brique, on va dire basique, connexion, inscription, commentaire. On a rajouté des petites choses en s'appuyant aussi sur des partenaires
qui fournissent ce service mieux que nous. Donc aujourd'hui, on engage les lecteurs entre eux, c'est-à-dire qu'on peut suivre un autre lecteur, on peut répondre à un lecteur, on peut liker un commentaire, être notifié quand il y a une réponse. Et puis on va un peu plus loin, on est vraiment dans cette logique qu'à 20 minutes et la rédaction d'engager le lecteur. On a des lecteurs qui écrivent des articles pour 20 minutes et cette nouvelle application nous permet de proposer des nouveaux types de... Alors, il n'y a pas de terme vraiment de tribus, de petits groupes de contributeurs qui écrivent aujourd'hui des critiques de livres. Demain, ça pourrait être des séries, des films, etc. Donc, l'objet de départ, c'est vraiment le use case business. On améliore la manière dont l'utilisateur commente et interagit avec les autres utilisateurs. Et maintenant, on a cette application qu'on peut itérer et améliorer très très vite et vraiment tester, revenir en arrière, aller en avant. Et là, on va pouvoir proposer tout un panel d'outils qui aideront à la fois les journalistes dans leur travail quotidien et qui permettront aux lecteurs, dans un moment où on est un peu en défiance envers les médias, de participer à l'information. Alors, je parle souvent à des architectes de solutions, des architectes d'entreprise, et une question récurrente, c'est comment est-ce qu'on commence à concevoir une architecture serverless ? Ces gens-là ont l'habitude, et moi inclus, je m'inclus dans ce lot, à faire des grands diagrammes, etc. En serverless, on ne peut pas commencer à tout dessiner sur un tableau blanc avant de commencer la première ligne. Donc, comment ça s'est passé chez vous ? Alors, c'est peut-être mon côté non-ingénieur à la base. Non, nous, on n'est pas du tout grand diagramme, on les fait peut-être après. On n'est pas du tout grand diagramme, on est vraiment en test and learn. Donc, on va identifier dans l'application les briques qui sont vitales. Je peux parler d'accès aux données, par exemple. Je peux parler de sécurité, de gestion de tout le process GraphQL dans le cadre de cette API. On va développer ces fonctions-là, ces briques-là, et puis après, on va rajouter vraiment les briques métiers par-dessus. Et on arrive à avoir un écosystème de lambda qu'on peut, pour le coup, après, dessiner dans une architecture ou dans un diagramme. Mais à la base, nous, on a vraiment peut-être fait le chemin inverse. On a monté la maison avant de faire les plans. Alors ça pourrait être grave, parce que dans certains cas, on pourrait mettre les murs de travers, sauf que là, on est au niveau de la brique. Donc s'il y a une brique qui est de travers, on l'enlève et on la remplace. Mais voilà, c'est aussi la philosophie de 20 minutes. Sur une équipe de 12-15 personnes, on ne peut pas se permettre de prendre 6 mois pour faire un schéma. On est en Scrum, on a des sprints d'1 semaine, donc on itère comme ça. Et puis on avance, on teste. Et puis aussi AWS, entre-temps, propose des nouveaux services, améliore les siens, des nouvelles solutions. Donc nous, on est obligé aussi d'adapter ce qu'on fait. Parfois, des lambdas qu'on a supprimés parce qu'un nouveau service faisait parfaitement mieux le travail. Donc c'est tout un jeu qu'on a comme ça, qu'on ne pourrait pas avoir si on avait un diagramme décidé dès le départ, je pense. Mais d'un autre côté, vous accumulez très rapidement une dette technique qui peut être très faible. Est-ce que vous avez un processus, un mécanisme en cours pour assainir cette dette au fur et à mesure que vous avancez, pour ne pas rester avec des, entre guillemets, vieilles choses il y a 3 mois quand il n'y avait pas moyen de faire ça, alors que maintenant il y a une API qui permet de le faire ? Alors, effectivement, alors déjà sur l'organisation qu'on a dans l'équipe, sur les sprints, on alloue toujours quelques points de complexité au refactoring. Donc ça, c'est une règle, quelle que soit l'application. Au-delà de ça, on a des gens qui font beaucoup de veille sur AWS. Au Summit de Paris, on avait 5 ou 6 personnes qui se baladaient entre les différentes présentations. On a la chance aussi de pouvoir aller à Las Vegas. Je sais que ce n'est pas possible dans toutes les entreprises. On assiste à reInvent. Et pour le coup, c'est vraiment important d'y aller parce qu'au-delà des keynotes qu'on pourrait revoir sur YouTube, on est dans un écosystème de gens qui font que ça et on entend des choses et on perçoit des tendances. Et le fait d'envoyer des développeurs là-bas, ça aide aussi à peut-être quelque part anticiper ce que pourrait proposer AWS dans les mois à venir. Voilà. Et puis au final, je reviens toujours à ça, on est au niveau de la fonction dans du lambda. Donc au final, quand il faut faire du refactoring, c'est une fonction qu'on enlève. Donc ça peut être 10 lignes de code, quoi. C'est marginal par rapport à ce qu'on faisait avant. Voilà. Quels sont les challenges à la fois humains et techniques de migrer ? Il doit y avoir, dans tous les projets de migration ou de changement, souvent c'est l'humain qui est le facteur le plus difficile à changer. Quels sont les challenges de passer en serverless, technique et humain ? C'est clairement l'humain. Hein. Le premier, c'est l'humain parce que on est arrivé, moi-même, j'ai été développeur traditionnel, PHP, MySQL, très relationnel. On passe sur du cloud. C'est un nouveau paradigme. On réfléchit plus pareil. On pense élasticité, mais on a encore nos vieux réflexes. Typiquement, l'exemple, c'est qu'on est parti au départ sur du relationnel et on se rend compte aujourd'hui que c'est pas trop cloud compatible quand on veut que ce soit complètement élastique. C'est des erreurs qu'on peut faire. Mais quelque part, c'est pas grave de faire une erreur.
L'intérêt, c'est de s'en rendre compte et de ne pas perdurer dedans. Mais le challenge a été vraiment humain parce qu'il a fallu que tous nos développeurs aient ce petit déclic de se dire attention, parce que là, déjà, c'est une autre façon de penser. Et puis en plus, ma fonction que je fais, je peux mesurer combien elle coûte. Donc on change vraiment dans la logique du développeur qui faisait son code, qui l'envoyait, et puis hop, c'est le week-end. Là, aujourd'hui, le développeur, il met son code en production et il est capable de mesurer combien coûte sa fonction. Et il peut du coup ajuster. Est-ce que, je perds 10 millisecondes sur ma fonction, mais j'économise X dollars sur ma facture. Donc, on a un peu responsabilisé le développeur. Et donc, sur cet aspect humain, au final, c'était compliqué au début de rentrer dans ce paradigme, mais aujourd'hui, on est dans un schéma où nos développeurs sont responsabilisés et sont propriétaires de l'application et de l'infra, au final. Donc ça change tout. Et puis après, c'est vrai que l'autre difficulté qu'on a eue sur la partie technique, c'est que déjà, on a fait du GraphQL en 2016, donc effectivement, c'était la préhistoire pour GraphQL. On est passé, nous, de PHP à Node.js, donc JavaScript, c'est quand même une autre logique aussi. Et puis, il faut effectivement s'approprier tous les services. Là, nous, on a eu de la chance parce qu'on a bien été accompagné par AWS. Notre account manager a été très présent, et présent sur la partie technique, mais également présent sur la partie business. Il venait nous titiller, là, il nous piquait tous les mois avec des Innovation Tuesday, ce genre de choses, où il nous montrait ce que faisaient d'autres clients d'Amazon, et nous, ça nous donnait des idées. Et donc, je dirais que côté humain, on a fait ce travail, on a eu la chance d'avoir une équipe qui était ouverte pour aller vers le cloud et qui avait envie de passer sur cette philosophie élastique. Et puis après, côté technique, on a su être accompagné par Amazon, on a su aussi travailler. C'est un petit travail d'apprentissage, mais au final, quand on rentre dans la logique, ça déroule tout seul. Donc si j'essaie de résumer, côté humain, la responsabilisation des développeurs, ils codent, mais c'est un mode DevOps finalement, ils gèrent également l'opérationnel, la veille technologique, l'apprentissage, participation à des conférences comme reInvent à Las Vegas ou le Summit AWS ou les autres événements qui peuvent être organisés. Ça, c'était le côté challenge. L'autre côté, quels sont les bénéfices que vous avez vus, aussi bien métier que technique, à migrer vers du serverless? Le bénéfice, si je prends ma casquette de CTO, le bénéfice, c'est que au niveau technique, on est quand même vachement en avance sur ce que font beaucoup d'entreprises. C'est très attractif pour les développeurs. Ça rayonne aussi sur l'écosystème au moins parisien en termes de technique. On dit 20 minutes, voilà ce qu'ils font. Sur l'autre partie technique, c'est qu'on est quand même dans des choses qui sont très très résilientes. Tout ce qui tourne sur Lambda aujourd'hui ou en serverless n'est jamais tombé depuis que c'est en production. Ou alors, si ça n'a plus marché, c'est un développeur qui a fait une bêtise. Donc voilà, c'est complètement résilient. Et puis après, au-delà de ça, si j'enlève ma casquette de CTO et que je pense aux équipes marketing, eux, maintenant, ils se rendent compte que depuis qu'on est sur cette architecture-là, on peut délivrer des projets plus vite, on peut tester plus vite. Alors, il n'y a pas de magie, on est toujours en retard, ça c'est le métier, mais on arrive à servir des choses et puis on peut tester. C'est surtout ça, le truc qui est vraiment soulageant, qui est agréable, c'est de se dire « Ah, mais ça, est-ce que ça va être mieux ? Testons-le ». Avant, on aurait dit, non, on va pas le tester parce qu'il faut monter un truc, un cluster, une VM, etc. Là, maintenant, on le teste. Voilà, on switch la fonction. Si c'est pas bon, on revient en arrière. Donc, c'est aussi ça qui a un petit peu enlevé la frustration côté marketing. Parce qu'aujourd'hui, quand ils viennent nous dire, est-ce qu'on peut faire ça ? On leur dit, oui, on peut le faire. Voilà. Avant, on disait, c'est compliqué. Et l'aspect coût également, entre des machines virtuelles et des bases de données relationnelles qui tournent tout le temps et du serverless ? Là, c'est le jour et la nuit. On a divisé par 10. Donc, oui, ça n'a rien à voir. Et il faut aussi prendre en compte le coût du service AWS, parce que les gens pensent qu'à ça. Et c'est vrai qu'il y a un peu un mythe de je passe dans le cloud, je paye plus cher. C'est possible si on n'adapte pas son architecture au cloud. Mais il faut penser aussi ce qu'on économise sur l'accompagnement qui est à côté. Nous, ça nous coûte moins cher en termes d'infogérance, ça nous coûte moins cher en termes d'astreinte. Voilà, il y a ces coûts-là aussi qui rentrent en jeu et on n'en parle jamais en fait. Mais au sens purement technique, si on devait évaluer le coût de l'application, déjà sur l'ancienne infra, je ne pourrais pas évaluer cette application, j'aurais un package global qui est énorme. Là, je peux savoir combien me coûte le fait de cliquer sur le bouton « Je poste mon commentaire ». Je peux savoir combien ça coûte, par exemple. Donc, on a vraiment une granularité. On est dans la partie FinOps, là, où on arrive à estimer vraiment la valeur ajoutée et la rentabilité de n'importe quelle application.
Si tu avais un message pour terminer à faire passer aux gens qui se posent encore des questions, qui se disent est-ce que je dois refactorer, est-ce que serverless c'est vraiment la direction à adopter, si tu as un message pour inspirer peut-être les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense qu'il faut trouver le bon cas d'usage. Tout ne marcherait pas en serverless, ça c'est certain. Il faut trouver le bon cas d'usage. Maintenant, il n'y a qu'à tester. Une lambda, sans compliquer les choses, c'est un zip qu'on dépose sur l'interface lambda, ça se teste. Et je crois qu'il y a un free tier en plus sur lambda. Donc, c'est du Node.js, où je n'ai pas en tête la liste de tous les langages qu'il y a dessus, mais c'est un langage qui est très très connu des développeurs aujourd'hui sur le marché. Il faut tester. Il n'y a pas de raison de ne pas tester. Si on ne teste pas, on ne réussit rien. Voilà, merci Aurélien de nous avoir fait part de ton retour d'expérience sur vos architectures serverless. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, vous nous faites part de vos feedbacks, de vos commentaires sur mon Twitter personnel, SEBSTO, ou sur le Twitter officiel d'AWS France, @AWS France, tout attaché, tout en un seul mot. D'autres épisodes très bientôt. D'ici là, quoi que vous développiez, développez-le bien.